Voilà, on a beaucoup parlé de droit culturel et de droit tout court. On a beaucoup parlé du coup de liberté, d'égalité, égalité d'accès à la culture, égalité en dignité de toutes les pratiques. Mais on n'a pas beaucoup parlé de devoir. Et on n'a pas beaucoup parlé finalement du troisième terme de la devise républicaine qui est fraternité. J'ai entendu un peu de frilosité par rapport à ça, sur le thème attention, il ne faut pas tomber dans la condescendance, il faut de la reconnaissance, mais surtout pas du postcolonialisme en quelque sorte. Moi je veux bien, n'empêche que cette notion de fraternité, c'est tout de même important. C'est tout de même une chose fondamentale parce que ce n'est pas seulement un droit, c'est un devoir. C'est quelque chose qui nous implique tous. Et je pense que si on parlait un petit peu plus souvent de fraternité, du coup, on ferait un bon équilibre des choses. Parce que parler des droits de l'individu, c'est évidemment très très important. Parler de l'individu, c'est important. Mais il y a aussi tout de même toutes ces interactions du collectif, hein, d'une nation et puis de l'humanité tout entière envers les individus. Jean-Michel en a très bien parlé d'ailleurs. Merci Jean-Michel de nous le rappeler. Mais... Oui, mais on n'a pas parlé de devoir, on a beaucoup parlé de droit. Jean-Michel, c'est... Oui. Bon, bref. En tout cas, voilà, cette question du fait qu'il n'y a qu'une seule race humaine, c'est une question qui est finalement tout de même en permanence battue en brèche, donc on a intérêt à la réaffirmer sans cesse, cette notion. Et puis, voilà, cette notion de fraternité, est-ce que c'est une notion qu'on enseigne vraiment bien à nos enfants dans les écoles? Est-ce que dans les familles, par rapport nous, à nos enfants, on en parle suffisamment? J'en suis pas toujours certain. En plus, on vit dans une époque où je trouve que l'invective est devenue monnaie courante et est devenue un des moteurs des relations sociales. Et des relations, je dirais, entre les groupes. Hein. C'est haro sur les politiciens, qui sont tous pourris, haro sur l'administration publique, que même ceux qui en sont issus aujourd'hui proposent de réformer en profondeur tant elle est nulle, haro sur les corps intermédiaires, bien sûr, haro sur la presse, haro sur les artistes du spectacle vivant, qui sont tout de même des profiteurs d'un système, haro sur les amateurs qui essayent de piquer le travail aux professionnels. Enfin bref, je trouve qu'on vit une période qui est tout de même très inquiétante de ce point de vue des relations entre les gens. Et bien sûr, haro sur les institutions comme voilà, celles que nous gérons aux forces musicales, les orchestres, les maisons d'opéra qui sont issues du passé, qui sont ringardes et qui évidemment ne correspondent pas du tout au paysage contemporain. Moi, ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que une des choses qu'il faut rappeler, c'est que ces institutions, eh ben, elles vivent non pas seulement dans l'entre-soi du milieu culturel, elles sont dans la vie de tout le monde. C'est-à-dire que nous recevons effectivement des crédits, mais c'est des crédits qui sont réinvestis aussitôt en salaires, en dépenses diverses. On participe à la vie économique et on n'est pas du tout dans un monde complètement clos et fermé. De la même manière que tous les gens qui perçoivent des prestations sociales, et quelles que soient leurs origines, eh bien, ce qu'ils reçoivent, ils le réinvestissent dans la vie économique de là où ils vivent. Et c'est aussi une réalité qu'on aurait intérêt à rappeler un peu plus souvent. Merci. Voilà, donc responsable d'institution, et je conclue juste là-dessus, on est aussi l'émanation de politiques publiques. Ce sont des collectivités publiques, dans le cas des maisons d'opéra et des orchestres, très souvent des villes, la plupart du temps, mais aussi des régions qui ont voulu ces outils, et ces outils sont à la disposition de leur politique. Et quand, effectivement, une nouvelle politique comme celle des droits culturels apparaît, eh bien, évidemment, ces institutions, elles sont au service de ces droits culturels et de la manière de les faire vivre sur le terrain avec, si possible, l'imagination qui est celle des professionnels de la culture. Merci Alain. Il y a tout de même eu peu d'invectives aujourd'hui, et Dieu merci. Et en tous les cas, l'invective, on vient de le voir, malheureusement, est efficace sur le plan politique. Une intervention à l'échelle évidemment internationale. Oui, bonjour. Je m'appelle Alain Manac, je viens de Grenoble, je suis habitant de la Villeneuve de Grenoble et je suis complice de notre ami Jean Caunes sur le Forum des Lucioles et aussi président d'association sur le quartier de la Villeneuve. Je voulais intervenir là-dessus parce qu'on a parlé beaucoup de co-construction depuis ce matin, de co-construction, et en fait je crois qu'on ne sait vraiment pas faire la co-construction, enfin là où j'habite.
en tout cas. Parce que... Psst, excusez-moi, 2 morceaux de pain, c'est pas un peu beaucoup? Là, vous avez très faim, mais aujourd'hui, c'est cassoulet. Ouais. Je veux pas finir à la poubelle, moi. Dans le noir. La mi-humide, coincée entre 2 feuilles de salade et un vieux trognon de pommes. Merci. Réduisons le gaspillage alimentaire. Ça suffit le gâchis.fr. Je vais intervenir là-dessus parce qu'on a parlé beaucoup de co-construction depuis ce matin, de co-construction, et en fait, je crois qu'on ne sait vraiment pas faire la co-construction. Enfin, là où j'habite, en tout cas. Parce qu'il y a des mesures qui sont lancées là-dessus. Vous savez, la fameuse phrase de Mandela, ce qui se fait sans les habitants, pour les habitants, se fait contre les habitants. On est dans un quartier de rénovation urbaine et Dieu sait si la rénovation urbaine et le changement du cadre dans lequel on vit est importante pour le développement culturel des uns et des autres. On demande aux gens de s'associer à cette réflexion. Donc nous avons mis en place des ateliers populaires d'urbanisme pour que les gens fassent des propositions concrètes, de dire ben voilà, on veut de la végétalisation, voilà. Et tout ça, ça passe petit à petit complètement finalement à la trappe, parce qu'au-dessus du pouvoir municipal, il y a un pouvoir qui s'appelle l'Agence nationale de rénovation urbaine qui interdit tout simplement qu'on ne fasse pas autre chose que de détruire l'environnement dans lequel nous vivons, et nous avons des savoirs sur ce qu'il faut vivre dedans. J'ai beaucoup aimé la phrase de ce matin, instruire nos savoirs. Et donc ces universités populaires, ces ateliers populaires d'urbanisme ont réuni des gens pour co-construire la rénovation urbaine, et ce projet est en train d'être jeté. Et là, je voudrais en revenir sur les propos de tout à l'heure, c'est que nous avons réuni un atelier sur la culture dans ce quartier avec les habitants. Il n'y avait pas de professionnels ou très peu. Et les habitants ont dit on en a marre de voir les projets culturels de qualité tomber sur nous et sans qu'on nous en demande ni notre avis, ni notre performance. Avec des performeurs, des photographes qui viennent à tel jour, à tel endroit, qui nous demandent de rassembler des habitants pour les photographier, pour les mettre sur des beaux murs. Eh bien ça, les habitants disent on ne veut plus de ces pratiques culturelles-là. On ne veut plus être objet d'une offre culturelle qui n'est pas la nôtre. On voudrait pouvoir, alors ça c'est mes mots à moi, parce que je viens de l'éducation populaire. Vous savez, cette vilaine chose qui a été bannie de la culture dans les années 60, qui devait se contenter du socioculturel. Et je disais donc, les gens veulent qu'on réfléchisse à ce que c'est qu'une demande de culture. Voilà. Oui, il y a plusieurs demandes d'intervention. Là. Oui. Bonjour, ça va un petit peu dans la suite. Laurence Pelletier, moi je suis responsable d'une salle de spectacle en Bretagne toute plus petite et voilà, moins prestigieuse que la LC 93, mais néanmoins, Hortense, je vais un peu m'adresser à vous parce que dans notre commune, enfin moi ce que j'essaye de faire, c'est une programmation co-construite avec un groupe de citoyens dans lequel il y a des habitants, des élus, des gens différents, plus ou moins expérimentés. Ça veut dire qu'on essaye d'inventer des outils pour vraiment les mettre au cœur de la construction de la programmation. Donc on va voir des spectacles ensemble, ils rencontrent les artistes avec moi, on écrit, enfin on essaye de mettre, de faire tout un tas de choses comme ça pour la construire. Et tout à l'heure, vous avez parlé de programmation partagée, mais vous avez quand même dit que vous proposez une programmation qui est la mienne et que je signe, mais que je peux partager. Donc je voulais juste savoir comment elle est partagée, si c'est la vôtre complètement et que vous la signez, et à quel endroit des personnes peuvent vous accompagner dans la construction de cette programmation. En fait, il y a plusieurs choses. Alors, c'est un peu long, donc je vais essayer d'être brève. Et forcément, c'est toujours un peu caricatural, pour reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, moi, je ne pense pas que les droits culturels se jouent sur la question de la programmation. Mais ça, c'est une chose dont on peut débattre. Il me semble que l'expérience que vous menez, elle est passionnante. Moi, j'ai envie de la mener un peu différemment. C'est-à-dire que j'ai envie d'associer vraiment des personnes à la vie de la maison, de la culture, en considérant que la vie de la maison ne s'arrête pas à la programmation. Je ne sais pas si c'est ça que j'ai dit en disant il faut que les droits culturels, ce soit en plus. Ce n'est pas la question uniquement de la programmation et des spectacles. Il me semble, en tout cas, dans le territoire que j'arpente là depuis 1 an, il y a beaucoup d'autres choses à faire et beaucoup d'autres choses qui s'expriment que de la programmation de spectacles. Mais ça, voilà, mais voilà. Donc il me semble que, après c'est mon intuition, c'est que pour l'instant, là où elle est partagée, c'est
Enfin, je crois que ce qu'a dit Moïse Touré, les expériences d'artistes qui sont menées et qui essayent pas uniquement de considérer les habitants comme des objets qu'ils vont pouvoir photographier, c'est-à-dire que si les artistes ont du temps, ils peuvent rester 2 ans ou 3 ans sur un territoire et qu'ils ont le temps de travailler là, de rencontrer les gens, de pouvoir discuter, de pouvoir comprendre ce que eux ils ont envie et ce que les personnes qu'ils croisent sur ce territoire ont envie, et qu'il y a un projet qui naît de cette rencontre. Là, on est dans une démarche formidable qui est de la co-construction, qui est de la coprogrammation, qui est de la co-création. On peut l'appeler co, tout ce qu'on veut, mais qui existe comme ça. Ça nécessite quoi? Ça nécessite énormément de temps. Ça nécessite de ne pas avoir de projet prédéterminé. C'est-à-dire de pouvoir se dire que le projet il va s'inventer ou il va pas pouvoir se faire parce qu'il se trouve pas, parce que la rencontre elle n'a pas lieu, qu'on est aussi capable de justement lancer des expériences qui donneront rien, mais que ça donne, enfin le fait que ça donne rien c'est pas grave, mais tout ça vous voyez bien à quel point c'est pas du tout dans l'air du temps. Où on est dans l'air du temps, de l'efficacité, du remplissage de salles, de questions quantitatives, etc. Donc un des enjeux d'un débat comme celui-là et de tout ce que j'entends depuis ce matin et que j'ai envie de, voilà, en disant c'est pas si simple, c'est qu'il faut aussi qu'on se dise ok, les questions d'évaluation, moi ça me passionne de me dire comment on évalue en Aquitaine la question de la dignité et de la liberté augmentée, parce que je pense que c'est des vraies questions. Et que c'est des questions qu'on doit tous se poser, et que ce changement de paradigme, il faut qu'on se le fasse tous ensemble. Merci. Il y avait 2 autres questions et Jean-Michel qui voulait intervenir. Là-bas. Jean-Michel, Christelle. J'ai le micro, alors je peux oui, allez-y, madame. peut-être en profiter. Allez-y. Je le passerai ensuite devant. Corinne Niel, je suis actuellement élue à la métropole de Lyon, anciennement sociologue dans le champ de la culture. Mais j'ai aussi travaillé avec des jeunes de banlieue de Strasbourg à une certaine époque et avec la ville de Cracovie. Et puis je me suis détournée un peu du champ de la culture pour m'intéresser à tout ce qui est concertation, démarches de concertation qui sont très à la mode, qui sont devenues même un véritable marché parce qu'il y a beaucoup de cabinets qui se positionnent sur ce type de démarche. Et donc je voulais dans le fil de ce qu'a dit Moïse Touré et puis Alain Manac, qui ne sont pas tout à fait les mêmes choses, mais qui me semblent quand même pouvoir être reliées. C'est-à-dire que je pense effectivement, dans les droits culturels, il y a cette dimension symbolique qui est primordiale, à mon sens, et qui est souvent ignorée, je dirais, par les politiques publiques. Pourquoi? Parce que, en fait, les politiques publiques exercent très souvent, à leur corps défendant parfois, mais une violence symbolique terrifiante sur l'espace public. Ils ont la capacité de modeler un quartier, de modeler une ville, de modeler la vie des habitants. Et en retour, les habitants n'ont pas cette capacité, ou très peu. C'est-à-dire qu'ils n'ont effectivement pas la capacité de donner, c'est-à-dire laisser une trace, comme les élus adorent le faire au cours de leur mandat, de laisser une trace, ou même des artistes, laisser sa trace dans l'histoire ou dans la vie. Les habitants, amateurs ou humblement citoyens, ou non citoyens d'ailleurs, aimeraient parler d'autre chose effectivement que de besoins, aimeraient participer, et on le désire quand on se donne la peine de travailler avec eux, ont vraiment ce désir de participer et de laisser une trace dans l'espace public et dans la vie au quotidien, je dirais, de leur communauté ou de leur espace de vie. Voilà. Et cette dimension symbolique me semble vraiment essentielle. Et c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Merci. Il y avait donc monsieur. Oui, bonjour. Il nous reste une dizaine de minutes, pas plus. Bonjour, je m'appelle Johan Delmer, je travaille à la mairie de Bordeaux. Je dirige le pôle territoire, quartier et public, ainsi qu'une salle qui s'appelle la salle des fêtes du Grand Parc, qui est en rénovation dans un quartier populaire de 12 000 habitants.
on mène un gros travail pour essayer de faire de cette salle le lieu d'application des droits culturels, d'expérimentation des droits culturels à Bordeaux. Un long travail de concertation avec les habitants et les opérateurs culturels. Et j'avais une petite remarque concernant les contenus. Ce ne sont pas les habitants qui veulent faire les contenus, en tout cas pas dans ce quartier. Ce sont les opérateurs culturels qui sont ou mal logés ou qui ont envie d'avoir un espace plus grand, qui ont envie d'avoir leur mot à dire sur les contenus. Les habitants ont envie essentiellement d'être associés à la gestion du lieu, de participer à comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on apprend, comment est-ce qu'on crée des parcours. Et ils ont envie de retrouver une forme de convivialité dans leur quartier. Et je pense que ça fait vraiment partie des droits culturels dans la définition que j'ai bien comprise de M. Lucas, à savoir que les événements familiaux, ils n'ont pas le lieu pour faire des fêtes de quartier. Et en ça aussi, ils ont envie d'avoir des lieux qui soient dédiés à leur propre vision de leur culture, à leur propre pratique culturelle. Et c'est difficile de faire entendre ce message-là à l'ensemble de nos partenaires. Les seuls qui répondent présents le font au titre de la politique de la ville et non pas au titre de la culture. Et c'est un vrai drame pour nos quartiers de voir que les opérateurs culturels ne sont financés que par la politique de la ville, non pas par les lignes culturelles. C'est le cas d'ailleurs, de M. Wilcock pour la Nouvelle-Aquitaine qui finance la salle des fêtes au titre de la politique de la ville. Et c'est un vrai drame pour les habitants et pour les opérateurs qui y sont installés, parce qu'ils n'ont pas la reconnaissance qu'ils attendent et ils n'arrivent pas à passer le message avec les habitants. Pourtant, ils le font déjà au quotidien, de construire des contenus avec les habitants. Mais c'est la mode de gestion, et personne n'a parlé depuis ce matin de la gestion de ces lieux, comment est-ce qu'on pourrait gérer ces lieux avec les habitants. Nous, on envisage de créer, avec les habitants, un comité des fêtes qui soit associé totalement à la gestion totale du lieu de la salle des fêtes du Grand Parc. Il y a quand même Benoît Careil ce matin qui a parlé de l'hôtel à projet qui a été mis en place à Rennes. Jean-Michel, Lucas voulait intervenir, Christelle avant, et puis Christelle, Jean-Michel. Christelle Blouet. Bonjour. Il ne marche pas. Si. Ça marche, non? Oui. Bonjour, donc moi je suis Christelle Blouet, je suis coordinatrice de Réseau Culture 21 et donc on a coporté avec les collectivités et l'Institut de Fribourg la démarche Paideia. Je voulais juste apporter quelques compléments à ce que Jean-Damien Collin a très bien expliqué. Juste pour dire qu'on se réjouit beaucoup du travail des sénatrices et de l'adoption des droits culturels dans ces deux lois, la loi NOTRe et la loi création, parce que ça va créer une opportunité que nous, on n'a pas pu observer vraiment suffisamment depuis 4-5 ans qu'on travaille sur le sujet. C'est vraiment l'investissement des acteurs institutionnels du monde de la culture dans le sujet. Parce que quand on a commencé à travailler tous ces enjeux, alors avec un vrai souhait de le travailler en transversalité, on a vu beaucoup d'acteurs culturels, d'acteurs sociaux, éducatifs, jeunesse, essentiellement, avec un peu aussi d'environnement et d'autres secteurs, mais c'était essentiellement quand même ces acteurs-là, se réunir. Et puis petit à petit, on a vu les acteurs culturels quand même s'éloigner. Et les acteurs sociaux et médico-sociaux arrivaient de plus en plus nombreux parce que pour eux, ça résonnait très très fort et semble-t-il pour les acteurs culturels, ça résonnait de moins en moins ou alors en tout cas, ça venait les questionner aux entournures et ça leur plaisait peut-être. En tout cas, il y a bien sûr plein d'acteurs qui étaient présents, mais ils étaient moins nombreux et donc je pense que l'adoption de ces deux lois remet vraiment autour de la table, même si aujourd'hui, je ne sais pas si c'est dans un entre-soi, Jacques Lifshitz parlait de la nécessité de sortir de cet entre-soi. Je ne sais pas si nous sommes dans un autre soi aujourd'hui, mais moi je me réjouis qu'il puisse y avoir en tout cas une discussion dans cet entre-soi du monde culturel sur les droits culturels qui mettent les gens au travail, parce que je crois que jusqu'à présent ça ne l'a pas été, mais c'est bien l'ensemble des missions des acteurs institutionnels qui sont en question et pas faire des actions droits culturels à certains endroits. C'est bien l'ensemble des missions des institutions qui sont à travailler au regard des droits culturels et c'est, je crois, ce que Jean-Damien a vraiment souligné. Voilà. Et je voudrais juste ajouter une autre chose, au-delà des enjeux du secteur, qui, à mon avis, se mettent au travail vraiment aujourd'hui, il y a un autre enjeu extrêmement fort qui est de développer la dimension culturelle des politiques publiques dans leur ensemble. Et pour ça, les travailleurs sociaux et les travailleurs médico-sociaux ne suffisent pas. Mais en revanche, nous, on a observé qu'énormément de dispositifs et de référentiels aujourd'hui, type, je les liste parce qu'il y en a beaucoup, le pouvoir d'agir, le développement social local, l'économie sociale et solidaire, le développement durable, les projets éducatifs de territoire, tout le travail aujourd'hui sur les biens communs, sur les libertés numériques, toutes les méthodes qui se développent sur le design de services, toutes ces méthodes et toutes ces approches transversales et systémiques reposent sur les mêmes valeurs, sur les mêmes enjeux, mais à notre connaissance, aucune ne développe sa dimension culturelle. Et c'est peut-être pour ça
que tous ces dispositifs et tous ces référentiels, aujourd'hui, ont peut-être du mal à vraiment trouver une cohérence et de réels effets. Il y a Jean-Michel Lucas qui voulait aussi réagir. Oui, sur 2 points très rapidement. On parle des droits culturels. Mais on ne peut pas dire tout ce qu'on veut sur les droits culturels. Donc il y a un travail à faire. Le travail de référence, c'est évidemment la déclaration de Fribourg, mais aussi pour les élus, c'est l'article 15 du pacte de 66 et ce formidable texte qui s'appelle l'Observation générale 21, qui décrit en 13-14 pages qu'est-ce qu'il faut entendre par droit culturel. Donc tant qu'on n'a pas travaillé ce texte, c'est pas trop la peine de dire moi je pense ceci, je pense cela. Il faut travailler ce texte. C'est ce qu'on va faire en Aquitaine. C'est un travail assez long parce que c'est pas du tout les mêmes mots, c'est pas du tout les mêmes référentiels. Il faut se coltiner ce travail. Donc pour moi, droit culturel à faire, c'est d'abord un travail. La deuxième chose que je voudrais dire, je vais le dire brutalement, j'espère que ça sera clair, c'est que pour faire humanité ensemble avec des cultures très différentes qui viennent de partout du monde avec des histoires, etc., il faut faire des compromis avec la culture de l'autre pour lui permettre d'exister dans sa liberté. Et de compromis en des compromis, qu'est-ce qui se passe? On fige la société parce que ça c'est plus correct, etc. Ça c'est bien de le faire, etc. Et c'est la fin de l'humanité. Pour que la fin de l'humanité ne soit pas au rendez-vous, il faut donc redonner de l'espoir à la liberté. Et qui va redonner de l'espoir à la liberté? C'est la liberté d'expression artistique, évidemment. Donc, c'est universel la liberté d'expression artistique. La négociation des droits culturels dans l'espace public, c'est pas simplement la personne, le quartier, etc. C'est de protéger la liberté d'expression artistique. Donc voilà, on est dans l'espace public et l'atout numéro 1, ça c'est le rapport Chaïd que tout le monde devrait lire sur la liberté d'expression artistique. C'est une négociation de politique publique, préserver la liberté d'expression artistique pour faire humanité ensemble et en même temps, passer des compromis pour que chacun puisse être une personne qui justement à la liberté de s'approprier, de faire sienne les cultures des autres. C'est du boulot, c'est pas de l'invective, c'est du boulot, parce que l'enjeu, c'est quand même pas seulement la France, c'est pas seulement le secteur culturel, c'est quand même aujourd'hui faire humanité ensemble, c'est quand même pas tout à fait négligeable comme enjeu politique. Merci Jean-Michel Lucas. Une dernière prise de parole de Jean-Marc Lauré et ensuite à la table si quelqu'un. Oui, ce sera très bref. Bon, je comprends bien que l'inscription dans la loi de la notion de droit culturel soit une véritable avancée. Mais ce que j'entends ce matin, ce sont des débats que j'ai entendus il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment beaucoup de nouveautés derrière ces problématiques. On a vécu pendant très longtemps sous le paradigme de la démocratisation culturelle. Mais 1982, mai 82, le décret d'attribution de Jacques Lang. Qu'est-ce que c'est sinon, dans le premier alinéa, la reconnaissance des droits culturels? La notion n'y figure pas, enfin, figure la reconnaissance du droit de chacun à avoir une pratique artistique, pas seulement une pratique culturelle, pas simplement le droit à la culture, une pratique artistique. Le texte ensuite, d'ailleurs, cherche à opérer une synthèse entre la démocratisation culturelle et le paradigme de la démocratie culturelle, en affirmant aussi la nécessité non seulement de la formation, mais aussi du rapport des publics aux œuvres de création. Alors moi, la question que j'ai envie de poser, et je vous la pose en particulier à Moïse Touré, qui a évoqué tout à l'heure, l'abandon du symbolique. Qui a abandonné le symbolique? Comment ça s'est passé? Pourquoi? Et pourquoi aujourd'hui, 30 ans après, on en est finalement toujours encore là? Ça va être difficile de... Non, c'est des questionnements. Moi, je n'ai pas de réponse toute faite, mais en tout cas, je constate. Je pense qu'il y avait aussi une question... je crois que je parle de la responsabilité des artistes d'abord, parce que à un moment, on a voulu défendre la culture sur le point de vue économique. C'est-à-dire qu'on a voulu démontrer que la culture était d'abord une efficacité économique. Parce qu'on essaie de trouver dans une crise de gouvernance et qu'on a été, d'une certaine manière, collectivement obligé de dire que la culture était un secteur économique et que en démontrant ce fait économique, cette efficacité-là, d'une certaine manière, nos énergies ont été convoquées ailleurs. Et que nos énergies n'ont pas été convoquées au symbolique.
puisque chaque compagnie, chaque lieu, chaque institution devait faire la preuve de sa capacité économique. Et je pense qu'à ce moment-là, c'est clair qu'on n'a pas eu l'énergie d'investir le symbolique, de le retravailler, de le repenser. Et il me semble que là, il y a eu quelque chose d'une certaine dérive, et que un certain nombre de publics s'est détourné de nos pratiques, de nos actions, en voyant qu'elle avait besoin de symbolique. Et je vais plus loin, je pense aussi que les théâtres, les lieux, comme institutions, n'ont pas assez travaillé sur le fait que c'est aussi des lieux de la République. Moi, je crois qu'on a eu cette idée que la démocratisation culturelle, il fallait que chaque citoyen français aille au théâtre. C'est pas ça la question. La question, c'est que chaque citoyen français se dise que c'est nécessaire de défendre la culture. Et je pense qu'on a commis des erreurs de communication, mais pas que ça. C'est-à-dire que la réflexion s'est arrêtée après les années 80, après la crise des années 90. Je pense qu'on a tous on a eu peur de la fragilité du secteur, de nos outils, et qu'on est tous partis comme un seul homme sur la structuration de nos outils. Et que la demande publique, elle était sur la question symbolique. Merci. Merci.